Alors, il nous reste un petit complément, enfin une généralisation. On a traité au début le cas n égale 1, donc on avait une variable t ici. Ensuite, dans la vidéo suivante, on a traité le cas n égale 2. Eh bien, on va prendre n quelconque. Il y a rien à inventer, hein. Je vais garder p au milieu, là, qui n'a pas changé. Donc, j'ai u1, un, x1, xp, mais il faut voir que c'est x1, c'est une fonction de u1, un, xp une fonction de u1, un. Après, j'ai f, donc f de x1, xp, c'est g de u1, un. J'ai donc g qui vaut f rond gamma. Et si f et gamma sont C1 sur leur domaine respectif, alors la règle de la chaîne me dit que G est C1, et pour tout i dans un n, d rond G sur d rond UI, c'est la somme de k égale 1 à p, de d rond f sur d rond xk fois d rond xk sur d rond UI. C'est juste une généralisation. Ok. Ensuite, ça c'est pour la dérivée première. On va avoir dans les équations dérivées partielles souvent des dérivées d'ordre 2, rarement plus, hein, mais par contre, au programme sont les dérivées d'ordre 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de classe C2? Une fonction est de classe C2 si f est de classe C1 et si les dérivées partielles sont toutes de classe C1. Ok. Alors, au niveau des notations, pas de problème, vous connaissez avec la physique, hein, on utilise d2f sur dx2, par exemple, d2f sur dx, dy, d2f sur dy, dx. Alors, si pour les dérivées croisées, hein, alors on aura souvent le théorème de Schwarz que vous connaissez, mais d2f sur dxi, ça veut dire que je commence par dériver par rapport à xi, puis je dérive par rapport à xj, puisque ça veut dire la dérivée par rapport à j de d rond f sur dxi. Ok. Alors, théorème de Schwarz, si f est de classe C2, on peut dériver dans l'ordre qu'on veut. d2f sur dxj, dxi, ça vaut d2f sur dxi, dxj. Je vous laisse faire l'exemple 19 et vérifier d'ailleurs que le théorème de Schwarz est juste, s'applique bien. Exemple 19, je vous laisse faire les calculs, on vérifie, pause. Alors, pas de problème. Pour avoir les dérivées secondes, vous devez commencer par calculer les dérivées premières, hein. Donc, d rond f sur d rond x, c'est 4, vous dérivez par rapport à x4, x3 plus 9x de y, c'est bon. Et la dérivée par rapport à y, je fixe x, donc ça fait bien 3x3 moins 5y4. Ensuite, si je veux la dérivée seconde, enfin la dérivée seconde par rapport à x, on va dire d2f sur dx2, je prends la dérivée par rapport à x et je redérive par rapport à x, donc j'ai 12x2 plus, là ça me fait 18xy, c'est bon. Si je voulais au contraire la dérivée par rapport à y deux fois, je dérive par rapport à y, ça me fait, là ça se dérive pas, moins 20y3. Si je veux d2f sur dy dx, normalement je dois prendre celle-ci que je dérive par rapport à y, ça me fait bien 9x2. Et si je veux d2f sur dx dy, je prends celle-ci que je dérive par rapport à x, ça fait 9x2. Je ne suis pas étonné que les deux soient égales, je ne vais pas le noter, mais les deux sont égales, vu que le théorème de Schwarz s'applique, puisque f est polynomial, et donc elle est C2. Ok. Petite pause. Et on va terminer par les équations et dérivées partielles à connaître, à bien comprendre. Si j'ai une fonction f qui est de classe C1 avec deux variables, quelles sont les fonctions qui sont de la forme df sur dx égale 0? Je voudrais que vous réfléchissiez à chaque fois. Ok, vous mettez pause quand vous réfléchissez. Et ben, d rond f sur d rond x va être égal à 0 si, donc quand je dérive par rapport à x, ça fait 0. Donc si f est une fonction constante, attention, constante par rapport à x. Donc f de xy va contenir que y. Donc c'est h de y. Puis comme je veux que f soit C1, il faut que h soit C1. Les deux autres, elles sont pas à savoir par cœur. En toute façon, c'est plutôt à savoir retrouver très vite. Je vous laisse faire la deuxième. d2f sur dx2 égale 0. Eh bien, j'utilise ce qui précède. d2f sur dx2, c'est la dérivée de df sur dx. Donc d'après ce qui précède, d rond f sur d rond x doit être de la forme h de y. Et alors quand je réintègre entre guillemets par rapport à x, ça veut dire, a priori je mets que dans un sens, ça veut dire que quand j'intègre ça par rapport à x, ça c'est une constante, donc ça va faire x fois h de y. Attention, plus constante par rapport à y. D rond f, c'est comme si j'avais f' de x égale alpha. Ben, ça fait f égale alpha x plus constante. Sauf que ce que j'appelle constante, en fait, c'est des fonctions qui veulent dépendre de y. Donc ça fait f de xy égale
x h de y plus g de y. Alors là, dans mon exemple, je vais dériver que par rapport à x, mais moi je veux que f soit c2, donc les deux dérivées partielles soient continues, enfin bon, calculer les dérivées partielles d'ordre 2 par rapport à x et y, donc en pratique, h et g doivent être c2. Ok, puis la réciproque évidemment est simple, donc on a bien un si et seulement si. La troisième, d de f sur dx dy égale 0, je vous laisse le faire. Ben ça va entraîner, je redis que ça, sa définition, c'est d sur dx de df sur dy égale 0. Sauf que ça veut dire que la dérivée de cette fonction est nulle, ça veut dire que cette fonction est de la forme h de y, on l'a vu au début. Et dire que la dérivée est de la forme h de y, donc là, si j'intègre, intégrer une fonction qui dépend que de y par rapport à y, ça me fait encore une fonction qui dépend de y. Sauf que, attention, f' de y égale, dérivée par rapport à y, il y a toujours une constante par rapport à x. Vous êtes d'accord que là, on est d'accord avec ça, mais si je rajoute une constante par rapport à x, ça se dérive en 0 par rapport à y. Donc, il ne faut pas que j'oublie h de y plus g de x, avec h et g qui sont C2. Et puis, je ne suis pas étonné, puisque comme f est de classe C2, avoir cette dérivée croisée qui vaut 0, c'est équivalent à dire que la dérivée de y dx égale 0, et donc, c'est normal d'avoir un résultat qui est symétrique par rapport à y et x, et le même rôle pour les deux. Alors, voilà, on va s'arrêter là.